Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mars 2017. Le titre du jour est « Une reprise qui demande confirmation ». En effet, ces 2-3 dernières séances, depuis lundi, on a vu le dollar se reprendre assez nettement. Est-ce un rebond technique ou un retournement haussier de la tendance? Difficile à dire, il en faudrait plus pour confirmer les velléités haussières. Le pétrole, même chose, rebondit depuis 3 jours. Il était baissier, il s'est fait des frayeurs sur les 47 dollars, il a réalisé un double bottom qui l'a propulsé de nouveau aujourd'hui au-dessus des 48 dollars, seuil sur lequel il se stabilise, et cet après-midi nous aurons les stocks à 16h30. Nous aurons donc très certainement, je l'espère, la réponse à la question, est-ce que le pétrole est dans un rebond technique avant de redémarrer à la baisse ou est-il dans une véritable reprise? Enfin, vous pouvez retrouver ce même système, ce cheminement logique, cette réflexion que j'ai actuellement sur le S&P 500. La semaine dernière, on a vu que le S&P 500 donnait des signaux baissiers. Cette baisse a été suivie d'une accélération en ce lundi. Et donc, lundi, le S&P 500 a touché un support. Depuis 3 jours, comme le pétrole, comme le dollar, l'indice américain S&P 500 se reprend. Pour autant, a-t-il dépassé la résistance des 2360 points que je vous ai indiqué comme étant le seuil clé des dernières séances? La réponse est non. En bref, vous l'aurez compris, j'ai utilisé ce titre, une reprise qui demande confirmation pour de très nombreux actifs, que ce soit le S&P 500, que ce soit le dollar index, que ce soit le pétrole. Ces 3 actifs qui étaient jusqu'ici sous pression se reprennent depuis lundi. Sont-ce des rebonds techniques ou des reprises haussières? Les heures à venir devraient potentiellement nous le confirmer. Voilà pour cette introduction. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Je vais aussi vous montrer une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai tout au long de cette émission, comme d'habitude. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est à la croisée des chemins, sous sa résistance à 2360 points, au-dessus de laquelle il redeviendrait haussier, au-dessous de laquelle le risque baissier ne doit pas être négligé. Le CAC 40, lui, toujours très fort, latéralise à proximité de ses records annuels à 5055 points actuellement. Il a inscrit un nouveau record annuel à l'ouverture. Depuis, les opérateurs prennent des bénéfices, attendent donc de voir justement si on est dans un rebond technique ou une reprise, que ce soit sur le S&P 500 ou le pétrole. Parce que le dollar s'est stabilisé, parce que des opérateurs reprennent un petit peu confiance sur les marchés, l'or vient de reculer un petit peu sous sa résistance de ses plus hauts annuels à 1260 $. On est posé neutre à 1252 $ en attente de catalyseur. Le pétrole WTI, lui, est posé sur le fil du rasoir à 48 $. Va-t-il continuer de grimper, valider un double bottom et redevenir neutre à court terme, sachant qu'il est baissier depuis 15 jours? Ou va-t-il au contraire casser à la hausse ou va-t-il au contraire repartir à la baisse dans le sens de sa tendance qui reste jusqu'ici baissière? Nous avons rendez-vous dans 37 minutes exactement à 16h30 avec les stocks de pétrole pour voir cela. Les cours du sucre perdent 2,2% à 17,1 cents, toujours en tendance baissière. Je vous avais parlé d'un risque baissier, d'une ETE de moyen terme. Pour l'instant, les cours du sucre sont toujours sous pression. La fève de cacao consolide, elle reste ferme. N'oublions pas que la fève de cacao avait gagné 17% en l'espace de 3 semaines. Elle vient de perdre 3% depuis ses plus hauts. La consolidation se fait sans volatilité. C'est donc potentiellement une consolidation avant une éventuelle reprise de la hausse. Enfin, côté devises, AUD-NZD retrouve les 1,09 après avoir parfaitement rebondi sur les 1,0780-1,08.
zone clé de moyen terme que l'on avait identifiée ensemble. Les 1,08 ont tenu et donc propulsé à la hausse cette paire qui pourrait potentiellement avoir redémarré. Enfin, on notera que l'euro retrouve les 1,0750. L'euro consolide la hausse de ces 3 dernières semaines. L'euro pâtit du rebond de court terme du dollar. Et l'euro pâtit aussi d'une annonce de la BCE du jour qui dit qu'elle... En fait, la BCE laisse entendre que ses propos du 9 mars dernier avaient été surinterprétés. C'est-à-dire que le fait que la BCE puisse ralentir son quantitative easing puis à un moment l'arrêter, voire même monter ses taux avant la fin du QE, eh bien, ce sont des propos qui ont été potentiellement surinterprétés. En tous les cas, en disant ça, la BCE remet le couvercle sur l'euro, la pression revient, et c'est pour la raison pour laquelle, après c'est dire, l'euro a décalé de 50 points dans l'après-midi. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, c'est une Française en tête du palmarès, Engie, qui fait un beau décalage ce jour accompagné d'un gap haussier. Ensuite, on retrouve de l'automobile, de la bancaire. D'ailleurs, vous noterez une certaine disparité dans les bancaires puisqu'on a Deutsche Bank dans les plus fortes hausses et Société Générale et Banco Santander dans les baisses. Donc on a, on va dire, un secteur bancaire avec une disparité assez forte. On n'a pas de secteur qui semble l'emporter plus l'un sur l'autre. On a globalement en fait un sentiment de marché positif en Europe qui fait qu'on grignote un petit pourcentage de hausse à droite à gauche, mais on ne peut pas dire qu'il y a des secteurs qui l'emportent vraiment plus que d'autres et qu'il y a une dynamique forte. Ça reste un marché soutenu, haussier, mais qui ne décale pas non plus. Côté statistique, les prix à l'importation en Allemagne sont ressortis ce matin en hausse de 0,7% contre un consensus à 0,4%. Le chiffre du jour, c'est 50. 50, c'est le nombre de milliards qui pourraient être réclamés à l'Angleterre dans le cadre de sa sortie de l'Union européenne. Bon, c'est ce qu'ont dit certains officiels européens. Parallèlement à ça, vous avez des Anglais qui ont répondu « on vous doit rien, merci d'avoir travaillé ensemble ». Donc je pense qu'on va rentrer dans un petit bras de fer qui sera à suivre dans les jours et les séances à venir. De toute façon, l'épisode du Brexit, ça vient de commencer et c'est une série qui vous sera déroulée sur les 2 années à venir. Donc, on va en parler. Maintenant, ces dernières semaines sur Twitter, beaucoup de fois, j'ai dit... en fait, je parlais des études qui sont faites sur le potentiel de baisse de l'indice 440 et de l'euro en cas d'élection de Marine Le Pen. Et je lisais hier ou avant-hier... les actions européennes pourraient perdre 35% en cas d'élection de Marine Le Pen. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est du grand n'importe quoi, parce que les actions baissent en France, d'accord, qu'elles baissent partout en Europe à cause de la France, non, ça je n'y crois pas. Qu'on baisse sur une journée, que ça fasse un peu peur, d'accord, mais que ça baisse continuellement dans plusieurs pays à cause du cas français, je ne pense pas. Ensuite, sachez que dans ces études-là, ça pourrait être 5%, 10%, 35 ou 80. De toute façon, personne n'en sait rien. Il est inconcevable de chiffrer une telle annonce. Et puis, je terminerai par cela en disant que pour Trump, on nous prévoyait moins 15, pour le Brexit, moins 20. Résultat, il s'est passé quoi déjà? Vous pouvez me rappeler? Ah oui, le FTSE a gagné 20% et depuis Trump, le S&P 500 a gagné 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sondages ne veulent rien dire, ça veut dire que les études chiffrées ne veulent rien dire. La conclusion, c'est quoi? Écoutez-vous vous-même et ne faites pas attention à ceux qui essayent de faire le buzz en sortant des chiffres ou des pourcentages les plus élevés les uns les autres pour essayer de chiffrer quelque chose d'inchiffrable. Page fermée. Ensuite, côté entreprise américaine, BlackRock a annoncé une réorganisation de ses activités en 4 segments, ce qui devrait permettre des économies à ses clients. Ces derniers devraient apprécier. General Motors a rejeté la proposition du fonds Greenland Capital de supprimer le dividende lié aux actions actuelles du groupe et de créer une deuxième classe de titres. Là aussi, les actionnaires devraient apprécier. Micron et Western Digital feraient partie des candidats potentiels à la reprise des activités de puces mémoire de Toshiba, d'après Reuters. Enfin, Regeneron et son partenaire Sanofi ont annoncé que la FDA, donc FDA c'est Food and Drug Administration, avait approuvé Dupixent, donc la molécule du Dupilumab. Bonne nouvelle pour Sanofi et Regeneron qui permet à Sanofi ce matin d'être dans les plus fortes hausses du CAC 40. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500 hier à la clôture, on notera un beau gap haussier, une belle accélération de Darden Restaurant. Ah ça y est, je cherchais justement cette news qui faisait que Darden, un restaurant, une chaîne de restaurants avait décalé autant à la hausse et c'est en fait parce qu'ils ont racheté pas un concurrent.
Comment vous dire ça simplement? C'est comme si une marque de burger qui faisait des burgers au ketchup venait de racheter le fournisseur de ketchup. Voilà. Donc en gros, un sous-traitant. Donc Darden a racheté un de ses sous-traitants, me semble-t-il, et c'est ça qui a plu aux actionnaires et qui fait booster le titre. Red Hat, on en avait parlé hier, il y avait de l'activité, elle a décalé de 5% et dans une belle tendance haussière, elle en profite pour marquer un nouveau plus haut annuel. Vous noterez que les indices montent ou baissent, il y a toujours des titres en tendance haussière et des titres en tendance baissière. L'expression dit, il y a toujours un bull market quelque part sur la planète. Et puis dans les plus fortes baisses, on notera Newmont Mining, spécialiste de l'or, qui n'a malheureusement pas profité du regain d'intérêt sur l'or ces 3 dernières semaines, mais qui est sous pression lorsque l'or consolide, c'est le cas depuis 24 heures. Et puis McCormick et compagnie baissaient de 2,89%. Les opérateurs prenant des bénéfices après un rallye de 3 mois sur ce spécialiste de l'alimentaire. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, il s'agit ici d'une sorte de triangle, on pourrait y voir même un canal horizontal. Cela concerne le titre Amazon aux États-Unis en données journalières. Ce triangle ou canal permet en quelque sorte de cadrer les cours et de cadrer ou de noter un éventuel changement de rythme. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a ouvert en dehors de cette borne de fluctuation sous les 840 $. On s'est fait une frayeur, mais en cours de clôture, on a clôturé à l'intérieur, donc il n'y avait aucun signal qui avait été donné. Les acheteurs ont repris la main et là on rebondit, on arrive sous résistance. Ne suranticipons pas. Si la résistance empêche les cours de passer, on pourrait très bien de nouveau échouer sous résistance et rester dans le range. Si par contre on passe en force, qu'on accélère au-dessus des plus hauts et de l'oblique en question, eh bien que voulez-vous que je vous dise? Les acheteurs auraient donc la main. Donc voilà, Amazon. Et pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Tout simplement parce qu'on dit toujours que pour valider une figure chartiste, il faut attendre la clôture. Or, si vous aviez noté l'ouverture d'Amazon en dehors du triangle, ça vous donnait envie de shorter il y a 2 jours. Alors qu'en fait, très rapidement, le titre s'est fait une petite frayeur, puis il a réintégré son triangle. Donc quand on trade une figure chartiste en données journalières qui a été détectée par la plateforme ou par vous-même, il faut que la sortie de la figure soit validée en cours de clôture pour que le signal soit effectif. Vous voyez ici, la clôture s'est faite à l'intérieur de la figure, le signal n'a pas été effectif et les cours sont donc repartis dans l'autre sens. Ensuite, on va passer comme d'habitude sur les indices. Et donc sur les indices, qu'est-ce que l'on peut noter? Alors déjà, on avait vu ça ensemble lundi, je vous avais dit, voilà, lundi, on était sur cette oblique-là et il y avait la possibilité de rebondir. C'est ce qu'ont choisi les marchés. Et maintenant, les marchés ont rebondi et sont revenus sur la croisée des chemins. Comprenez bien qu'on avait une tendance baissière qui s'est développée, une correction de 3% qui s'est développée en l'espace de 2-3 semaines, une correction en ABC. Souvent, une correction se fait en 3 temps, A baisse, B rebond, C objectif atteint. La question est de savoir, est-ce qu'on a touché cette oblique et les cours vont casser la résistance et repartir vers les plus hauts, voire de nouveaux records, ou est-ce qu'au contraire, on a touché cette oblique et rebondi gentiment pendant 2-3 jours avant d'éventuellement repartir à la baisse, casser l'oblique et passer d'un scénario de consolidation à un scénario de correction. Il n'y a pas de problème géopolitique en ce moment, il n'y a pas de publication d'entreprise, il n'y a pas de statistiques majeures qui sont publiées, donc on évolue quand même au gré de l'appétit ou l'aversion au risque sur les marchés, et force est de constater qu'on est quand même globalement dans des marchés haussiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. J'ai vu qu'on avait tenu sur le dollar, le pétrole et le S&P 500 qu'on remontait depuis 3 jours. Maintenant, je demande confirmation. Si effectivement ce soir le S&P 500 dépasse les 2360 points clairement en clôture au-dessus, la tendance de court terme n'est plus baissière sous les 2360 points, puisque c'est un ancien support devenu résistance qui bloque les cours, et on pourrait repartir à la hausse. Si par contre on échoue sous 2360 points ce soir, mon scénario correctif continuerait de pouvoir se développer. Donc plutôt que de repasser haussier sous une résistance, je vais attendre gentiment qu'elle casse ou non pour pouvoir faire l'état des lieux par la suite. Concernant les indices européens, c'est différent. Ce que l'on note depuis un mois, c'est que les indices européens surperforment. Le CAC 40 et le DAX surperforment les US et ils font une sorte de petit rattrapage parce que les opérateurs considèrent qu'il n'y a plus ou pas de potentiel sur les US alors que l'Europe, il y en aurait.
Là, sur le DAX, je vous montre deux choses. Déjà, d'une part, ce canal haussier. Ce canal haussier permet de voir que à chaque fois qu'on monte de 3 cases, on baisse de 2 cases. On 3 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases, vous voyez. À chaque fois qu'on remonte un bon coup, on consolide ensuite. Et donc, on monte en crabe, en dents de scie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand cela fait 3 séances que l'on monte et qu'on est passé de la borne basse à la borne haute du canal, certes, c'est haussier, mais qu'il faut faire attention. Si la tendance est haussière et que vous achetez en haut du canal, ça veut dire que vous allez peut-être souffrir si on vient sur la borne basse du canal. On dit toujours que quelle que soit la tendance, c'est le timing qui compte. Or, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que dans un canal haussier, le meilleur timing, c'est la borne basse. Voilà. Donc, est-on haussier? La réponse est oui. Dans un canal haussier, est-on sur un timing d'achat attractif? Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Vous noterez qu'à chaque fois qu'on est allé chercher la borne haute de ce canal, on a consolidé. Et comme je l'écrivais sur Twitter ce matin, à chaque fois que le DAX est allé faire un nouveau plus haut annuel cette année, qu'est-ce qu'il a fait? 48 heures plus tard, il a baissé. Vous voyez ici en janvier, nouveau plus haut annuel, on monte le lendemain, puis ça chute. Nouveau plus haut annuel ici, on monte le lendemain, puis ça chute. Nouveau plus haut annuel ici, on stabilise le lendemain, puis ça baisse. Nouveau plus haut annuel ici, de justesse, on tient le lendemain, puis ça baisse. Nouveau plus haut annuel. En bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on a peut-être une chance de tester les plus hauts, ou peut-être encore de tenir, mais la probabilité de ce canal et de l'étude faite sur le comportement du DAX depuis 2 mois nous permet d'anticiper que même si la tendance devait rester haussière, eh bien, un repli vers support avant une reprise de la hausse serait tout à fait concevable. En conclusion, le S&P 500 est neutre et il est sous une résistance. Le DAX est haussier, mais sous une résistance aussi. Vous comprendrez donc que je reste plutôt dubitatif et partagé sur le scénario haussier dont j'entends de plus en plus parler suite au rebond des 48 dernières heures. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, parce que le dollar a repris du poil de la bête et parce que les indices tiennent, les opérateurs ont pris des bénéfices sur les métaux précieux que sont l'or et l'argent. L'or, ça reste quand même bien soutenu et haussier sur les 1250 dollars. Néanmoins, maintenant, il va nous falloir un catalyseur. Un catalyseur, c'est un effet d'annonce, c'est une statistique. Donc, soit on a une chute du dollar ou de l'aversion au risque sur les indices US repartent à la baisse, auquel cas on casse les 1260 et on pourra avoir une nouvelle hausse vers 1360 dollars. Soit grâce à la reprise du dollar ou tout simplement parce que l'appétit pour le risque perdure sur les marchés, eh bien l'or pourrait continuer de fluctuer entre 1200 et 1260 dollars pendant un certain temps dans une sorte de range. Donc voilà, les séances à venir seront d'importance. Concernant les cours du blé, je vous ai dit que je trouvais positif le fait que l'on tienne les 410 cents depuis 4 jours. Néanmoins, je vous ai aussi dit qu'il fallait qu'on casse les 415 cents en cours de clôture. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on y bute. Donc ce n'est pas encore validé. Concernant le cuivre, comme je vous l'ai expliqué depuis 3 jours, si les cours du cuivre se reprennent, c'est parce qu'il y a bien une anticipation des opérateurs au sujet du programme de Trump. Trump avait prévu des dépenses en infrastructure, des constructions, donc de la consommation de métaux et notamment du cuivre. Le fait que depuis lundi, le dollar et le cuivre se reprennent veut dire que les opérateurs croient de nouveau en un scénario positif de la part de l'administration Trump. Ça, c'est la fève de cacao. Donc la fève de cacao, je vous l'avais déjà expliqué, on avait une tendance baissière extrêmement forte, on a eu un retournement de court terme rapide, maintenant on peut assister à une sorte de latéralisation des cours avant le prochain mouvement. Il est tout à fait légitime que les cours de la fève de cacao consolident après 17% de hausse. Et on a un seuil ici vers 2035 qui fait support. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, même si on revient sur 2035, on peut tout à fait repartir à la hausse par la suite. Concernant le pétrole qui tout double, donc vous voyez quand même pourquoi est-ce que je vous dis que ça reste baissier, parce que c'est baissier. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. De la même façon où les cours ont rebondi ici entre 47 et 49, ils sont en train de rebondir entre 46,50 et 48,50. Si les stocks sont élevés et que les cours du pétrole repartent à la baisse sous 48 dollars, eh bien la tendance baissière continuera. Je pense que dans ces cas-là, le plus simple pour pouvoir matérialiser la baisse et se rendre compte que c'est baissier, c'est tout simplement une moyenne mobile.
voyez que les cours ont chuté fortement ici, qu'ils tentent de se stabiliser là, que la moyenne mobile descend progressivement. Et en fait, plus le temps passe, plus la moyenne mobile va se rapprocher des cours, faire résistance et peut-être engendrer un retournement, une continuation plutôt de la baisse. C'est pour ça que depuis 3-4 jours, je ne vous parle pas de ce rebond, parce que pour moi, c'est un rebond technique dans une tendance baissière avec des risques baissiers. C'est pour ça que je n'ai préféré pas appuyer sur ce scénario. Sinon, concernant les cours du riz qu'on avait vus ensemble, alors pourquoi est-ce qu'on avait suivi les cours du riz tous ensemble? 2 raisons pour rappel. La première raison, on a cassé une oblique de moyen terme qui passait par tous les plus hauts depuis 6-8 mois. On a eu une très belle tenue des plus bas annuels avec un super support. Donc on avait un triangle dont on est sorti par le haut. Et ce qui nous avait fait suivre les cours du riz à très court terme, c'était qu'on était dans un petit range, très compressé, pendant 3 semaines, et on en est sorti par le haut. Donc en cassant ici à 9,47, on avait la sortie d'un petit range et la validation d'une sortie de triangle. Pour l'instant, on est sorti, ça s'est monté un petit peu, mais c'est mou. Donc dans les séances à venir, soit on repasse sous les 9,47, on invalide la hausse, soit on casse les 9,70 les plus hauts depuis une semaine et on décale. Pour l'instant, c'est surtout de la patience dont il faut s'armer. Enfin, concernant les cours du sucre, rien de nouveau, toujours une ETE de moyen terme, le support a cassé, on est toujours dans une tendance baissière, et tant qu'on pourra matérialiser un canal baissier qui passe par tous les plus hauts, eh bien, les vendeurs auront la main. Seule une sortie de ce canal changerait hypothétiquement la donne. Pour finir, on va regarder les devises. Alors, sur les devises, comme je vous le disais au début de l'émission, les 1,08 ont parfaitement fonctionné. Pourquoi est-ce que les 1,08 est d'importance? Parce qu'on était dans un range ici sur la UDNZD, on en est sorti à la hausse, on a gagné 250 points. On est revenu tester la zone support. Une ancienne résistance devient un support. Les acheteurs s'y sont présentés. Donc tant qu'on est au-dessus des 1,0750, 1,08, le scénario d'un retour vers les plus hauts, voire de nouveaux records, se conçoit. Seul un retour sous les 1,08 invaliderait les perspectives haussières. Alors ça c'est l'eurodoll. L'eurodoll, je vous avouerai que je suis partagé. Soit il nous a donné un signal de hausse début de semaine, il est revenu sur les supports, il se fait une frayeur aujourd'hui puis il redémarre à la hausse. Soit en fait, tout simplement, on avait une zone de résistance ici, on a fait un petit excès en début de semaine, et puis la résistance fonctionne et les cours sont repartis à la baisse. À vous dire vrai, quand je regarde le graphique de l'eurodoll, j'ai quand même beaucoup plus l'impression qu'on a assisté à un excès haussier et qu'on est en train de réintégrer un range, plutôt que de penser que c'est un repli avant redémarrage haussier. Voilà. Factuellement, on voit que le dollar rebondit bien depuis 48 heures, on voit que la BCE explique que ses propos ont été surinterprétés, donc que ce soit techniquement ou fondamentalement, tant qu'on est sous 1,08, les acheteurs perdent la main là, sur l'euro. Ce qui d'ailleurs peut être corroboré par une analyse du dollar. Et qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Eh bien, je vous avais tracé un biseau baissier sur les cours du dollar index. On en est sorti par le haut. On l'a validé hier, la sortie, et ce jour, les acheteurs prennent la main. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'accordais énormément d'importance au seuil psychologique des 100. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'attendais de voir si on va en avoir plus. Là, en fait, on a eu une tendance baissière qui a duré un mois, et vous savez qu'à la fin d'une tendance baissière, lorsqu'il y a rebond, le rebond est souvent puissant. Parce que d'une part, il y a des acheteurs, d'autre part, il y a des rachats de short. Donc ça engendre une accélération de la hausse. Après, souvent, on assiste à une stabilisation. Et de cette stabilisation naîtra soit une cassure de résistance et une continuation de la hausse, soit une reprise baissière dans le sens de la tendance parce que cela n'aurait été qu'un rebond technique. Donc pour l'instant, on a eu un rebond du dollar qui a engendré un repli de l'or, de l'euro, de la livre, etc. Mais pour parler d'un regain d'intérêt, d'une reprise de la tendance moyen terme du dollar et d'un signal haussier validé du dollar, il faudrait recasser les 100 points. Donc vous l'aurez compris. 3 seuils à suivre, 100 sur le dollar index, 2360 sur le SP, 48 sur le pétrole. Si un seuil casse en clôture, les acheteurs prennent la main. Si en clôture, on a reflué sous ce seuil et qu'on clôture dessous, les vendeurs gardent la main. Seule une rupture de l'un de ces seuils serait pour moi valide et intéressante. Le reste, c'est de la tergiversation.
Bernie me dit bonjour, est-ce que l'euro-yen arriverait enfin sur support? Alors, comme je vous l'ai expliqué, mon cher Bernie, l'euro-yen, il n'a rien pour plaire. Parce que on a un euro qui est sous pression et on a un dollar qui est fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'USD yen monte, l'euro yen a tendance à suivre, mais en sous-performant. Donc l'euro yen, il n'est pas intéressant en fait. Je ne sais pas ce que vous faites sur cette paire. Et si vous me dites est-ce qu'il est sur support, la réponse est non. Le support il est un petit peu plus bas, il est ici. Mais parfois, je ne comprends pas pourquoi vous allez sur certains actifs. Donc on approche d'un support, mais c'est l'euro-yen. En fait, l'euro-yen, ce qu'il y a, c'est que c'est la résultante de l'euro-dollar et de l'USD-yen. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez raison sur deux paires différentes pour pouvoir avoir raison sur la troisième. Je trouve ça quand même pas évident, quoi. Soit vous pensez que les marchés vont bien, que va y avoir des hausses de taux, et donc vous achetez du dollar contre du yen parce que vous voyez que le dollar yen a réagi sur les 110 et vous pensez que les indices vont monter, que les taux vont monter aux États-Unis, et puis voilà, vous achetez de l'USD yen parce que vous êtes très positif. D'autant plus que j'aime beaucoup ceci là, cet oblique qui passe par les plus bas. Et par contre, si vous pensez que les paires en yen vont baisser, et ben vous choisissez des paires sous-performantes comme l'euro yen ou le GBP yen. Donc voilà, l'euro yen, je comprends pas. Et puis Manu me dit, tiens Nicolas, c'est un détail, mais pourriez-vous étendre vos graphiques un peu à droite à gauche? Aucun problème, effectivement. Je pourrais très bien faire ça et ça et ça. Comme ceci, voilà, comme ça vous verrez encore mieux. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée. 3 seuils à suivre sur pétrole, S&P et dollar index. Un environnement de marché qui reste globalement positif, mais pas assez positif pour que ça décale à la hausse. Donc me concernant, je suis toujours dubitatif sur une reprise puissante de la hausse, je suis dubitatif sur la surperformance européenne et je suis dubitatif sur la hausse du pétrole. Ces mouvements pourraient n'être que des petits changements de court terme avant une reprise des tendances de fond. Et la tendance depuis 3 semaines, un mois sur le pétrole, elle est baissière. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. Bernie, Paul, Georges, merci à tous. Parfait. Eh bien écoutez, bonne soirée et je vous retrouve demain matin, 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.